Merci, Perrine, et bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Tina Ackerman, je suis vice-présidente de la stratégie de développement corporatif chez Suncor. La Chambre canadienne de commerce est vraiment une organisation transversale merveilleuse qui va bien au-delà de l'énergie, du secteur de l'énergie. Cet événement est si bien aligné avec nos propres valeurs de diversité, d'inclusion, et nous sommes très orgueilleux de pouvoir soutenir cette conférence ayant passé plus de 20 ans dans le secteur de gaz et de pétrole, si dominé par les hommes. Je suis très encouragée par la nature du lieu de travail comparé à quand j'ai commencé ma carrière. Je suis très heureuse de voir la représentation, le succès des femmes dans notre force de travail, dans les hauts cadres et sur nos conseils. Mais je suis aussi assez impatiente parce que nous avons un long chemin à parcourir et franchement, le progrès n'est pas encore en train d'avoir lieu à la vitesse nécessaire. Comme l'a décrit Perrins de façon si éloquente, les statistiques sont claires. Les environnements de travail diversifiés sont des environnements de travail à haute performance qui nous offrent des résultats commerciaux toujours plus forts. Et cela est un cas d'affaire pour le changement et le progrès continu. Et cela commence avec une sensibilisation accrue, avec l'encouragement des bonnes conversations. Je suis convaincue que les discussions au coin du feu d'aujourd'hui vont vraiment nous donner des résultats à cet égard. Sans plus, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Stephen Tapp, économiste en chef à la Chambre canadienne du commerce, pour qu'il lance la discussion de cette matinée avec Diana Van Mastaik, notre invitée spéciale. Steven, à vous. Merci, Tina. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être ici avec Diana Van Masdik, qui est vraiment pionnière dans l'équité et les affaires et cofondatrice et chef de la direction Equilibre. Et Equilibre est une société qui donne des perspectives sur le genre dans le domaine des affaires. Et ils ont une note très compréhensive en matière de genre, d'égalité entre les sexes. Avant, Diana travaille pour une banque privée et elle a travaillé aussi à Bamakash, qui est le fonds international pour les femmes les plus anciennes du monde. Diana, ravie de vous avoir ce matin. Merci pour cette invitation. Je suis heureuse d'être ici. Pour cette discussion au coin du feu, Diana, nous allons passer la parole à Diana qui va donner une vue d'ensemble de son travail et ensuite nous allons passer aux questions. À vous, Diana. Oui, merci. Donc, je voulais vous donner une vue d'ensemble de ce que c'est que Equilibre et ce que nous faisons et pourquoi. Nous sommes une société un fournisseur de données, des données ESG, avec l'accent sur S, le social dans le ESG. Nous sommes également une entreprise sociale, c'est-à-dire que nous avons un objectif très clair. Quand j'ai créé Equilibre, je voulais euh, éliminer les écarts entre les femmes et les hommes dans le monde des affaires et je voulais le faire plus rapidement. Et la stratégie que nous avons mis en place pour combler ce fossé, c'était les investissements dans les données, le collecte de données. Donc, nous euh, recueillons les données et nous les envoyons aux investisseurs. Et au cours des dernières années, nous avons pu devenir la base de données la plus exhaustive en matière d'égalité entre les sexes dans le monde des affaires. Dans notre base de données, nous avons 5400 sociétés cotées en bourse. Donc, il s'agit de sociétés, toutes sociétés cotées en bourse, y compris des sociétés au Canada, et 22 euh, marchés en développement et émergents. Nous avons 8 ans de données historiques dans la base de données et c'est ce qui nous permet de présenter les données aux investisseurs et de fournir, de faire en sorte que ces données soient disponibles aux investisseurs. Voilà la diapositive la plus importante que je voulais vous montrer et il s'agit de l'égalité entre les sexes et notre notation. Comme vous pouvez voir, nous avons 4 catégories, catégories A, B, C et D, qui sont soulignées en jaune. En blanc, vous voyez les points qui sont les indicateurs précis que nous suivons. Il est important de noter que cette notation met l'accent sur la transparence.
C'est-à-dire que nous faisons des recherches sur chacun des sociétés dans notre base de données. Nous lisons le rapport annuel, le rapport sur la responsabilité sociale, les communiqués de presse, tout ce que la société aurait pu publier sur la société et nous essayons de trouver des données liées à ces points. Par exemple, dans la catégorie A, nous examinons l'équilibre du genre, c'est-à-dire le pourcentage d'hommes et de femmes au niveau de la direction, au niveau euh, des cadres supérieurs, au niveau de l'effectif et nous notons la société s'il y a pour l'équilibre. Lorsqu'on a à peu près 40, entre 40 et 60% de femmes, on est plus noté, plus noté, noté plus, avec une note plus élevée. Donc, il s'agit d'équilibre entre les sexes. Catégorie C porte sur la promotion de politiques de l'égalité des sexes et de l'équilibre entre la vie professionnelle et privée. Est-ce que il y a une stratégie pour des rémunérations égales, pour est-ce qu'il y a des politiques de congés pour les hommes et les femmes, combien de semaines payées et pas payées? Est-ce que les heures de travail sont flexibles? Et encore une fois, heu, les sociétés sont notées en fonction de la politique. Si une société ne publie pas quelque chose, par exemple, la plupart des sociétés dans notre base de données, à peu près 80 ne publient pas, les informations sur l'écart entre les salaires, des hommes et des femmes. Si ce n'est pas publié, ils auront une note 0 qui va diminuer leur score total. Ensuite, nous examinons d'autres aspects de l'égalité. Je ne vais pas parler de tous ces points, mais ce qui intéresse le plus aux investisseurs, c'est de savoir si la société a une politique contre l'harcèlement sexuel, si la société a une politique de promotion des femmes ou d'assurer la sécurité des femmes au lieu de travail, etc. Et est-ce que la société, l'entreprise s'engage à poursuivre l'égalité entre les sexes et à être plus inclusif et diversifié? Tout cela nous permet de noter les entreprises et une fois que nous aurons recueilli ces données et noté les sociétés, nous disons à chaque société quelle est sa note et on demande à la société de nous donner plus d'informations si elle souhaite. Et voilà donc les données qui sont dans notre base de données, les données brutes, mais aussi les notes. Nous capturons aussi les données publiques et nous validons les données ensuite. Pour les investisseurs, les banques, les fonds d'investissement et nous disons, nous avons ces données incroyablement utiles sur les questions d'égalité des sexes, entre les sexes des sociétés et les investisseurs utilisent ces données pour l'intégration ESG, pour l'analyse des portefeuilles, pour créer des fonds et pour euh, communiquer aux clients, pour l'engagement des actionnaires, et d'autres types de données qui sont utilisées à des fins de ESG. On a vraiment, on a vu que beaucoup d'investisseurs utilisent nos données et en fait, GPIF, le fonds de pension japonais, a utilisé nos données pour un deuxième fonds lorsqu'ils ont un fonds de 3,7 milliards de dollars américains. Sur cela, je vais m'arrêter là et j'espère que ceci vous a donné une idée de qui nous sommes, comment nous recueillons ces données et ce que nous faisons avec ces données. Merci, Diana. C'était vraiment utile d'avoir la présentation. Et moi, j'ai certainement beaucoup de questions pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais signaler à notre public que vous pouvez poser des questions vous-même dans Slido, slido.com et le hashtag, c'est Femmes en affaires CCC et nous allons répondre à vos questions bientôt, mais continuez à poser vos questions. Diana, j'aimerais commencer avec votre motivation avant d'examiner les résultats et les chiffres.
Qu'est-ce qui vous a motivé à cofonder Equilibre? Oui, j'aime bien cette question. Dans une, dans une autre monde, j'étais activiste pour les questions féminines, défense des femmes et j'ai fait des études dans les études des femmes. J'ai travaillé pour les ONG pour la promotion des droits des femmes, promotion, des droits à la reproduction, santé et sexuelle et la santé sexuelle et je suis devenue conseillère à un certain moment et j'ai conseillé aux investisseurs comment, financer ou donner des fonds aux ONG, dans le cadre de ESG et je me suis rendu compte qu'on avait besoin de plus de données, pour guider ces investissements. Est-ce que cela pourrait encourager les pays à changer plus rapidement et à mettre plutôt l'accent sur l'équité? Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'établir cette société. Ah, c'est formidable! Je suis d'accord. C'est important d'avoir les données pour le plaidoyer de manière globale et pour promouvoir ces questions de promotion des femmes et d'équité. Donc, c'est très inspirant. J'aimerais parler maintenant des grandes sociétés avec lesquelles vous travaillez. Quelles sont certaines caractéristiques des 10 ou 20 plus grandes sociétés? Qu'est-ce que ces sociétés font de bon et quelles sont les améliorations qui pourraient être effectuées? Oui, euh, j'aimerais dire à tout le monde que sur notre site internet www.equilibre.com, sous publication, toute personne peut télécharger notre rapport mondial qui est publié chaque année et c'est là vous voyez euh, les 100 premières sociétés et quand vous examinez la liste, pardon, je veux dire les 20 premiers pays, sociétés, pardon, et ce qu'elles font de bien, elles ont le meilleur équilibre entre les sexes parmi toutes ces entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement d'avoir 30 de femmes au conseil de direction, mais d'avoir plutôt entre 40 et 60 et ceci à au moins 3 des 4 niveaux les plus supérieurs. Et ces entreprises essaient également de combler le fossé entre le salaire des hommes et des femmes. Euh, Certaines ont heu, un fossé qui n'est pas aussi, un écart qui n'est pas aussi important, mais elles ont tous adopté des stratégies pour combler ce fossé et donc ils font, ces sociétés s'occupent de la plupart de ces questions. Aucune société ne fait tout parfaitement. L'entreprise la plus haut notée à 40 à 80 pardon, a toujours des améliorations à faire. J'ai examiné, les entreprises, par pays et comme vous avez dit, vous avez élargi votre couverture, vous couvrez plus de marchés émergents et je pense qu'en général, nous voyons que les pays européens sont à la tête de la liste dans ce domaine, mais aussi le Japon, les États-Unis qui sont un peu, moins bien notés que les autres. Quand vous avez commencé ces analyses, est-ce que les résultats vous ont surpris ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé d'inattendu dans les résultats par rapport à certains pays? Oui, je me rappelle que la première fois que nous avons mené cette recherche et nous avons publié, nous avons vu quel pays faisait mieux que les autres. Et j'étais surprise de voir que les pays, nordiques, scandinaves ne faisaient pas aussi bien que je n'aurais pensé. Les Pays-Bas où nous sommes établis et nous faisons ce travail n'est pas vraiment très bien noté quand on examine d'autres pays européens. Une leçon tirée est que, les lois, sont efficaces. Et dans les pays où il y a des lois portant sur les questions d'égalité entre les sexes, où il y a des cibles qui doivent être fixées et atteintes, ce sont
dans ces pays où les sociétés font mieux et nous savons que en principal, c'est la France. La France a eu des quotas depuis des années. Maintenant, ils ont des nouveaux quotas pour les cadres supérieurs. Ils ont des politiques excellentes en matière de congé de maternité. Il y a, certaines publications obligatoires, des rapports obligatoires, qui doivent être fournis au gouvernement. Il y a aussi l'Espagne et certaines entreprises en Italie, heu et dans les pays, nordiques. On aurait peut-être l'impression que ce serait plutôt les pays nordiques, mais ce n'est pas le cas. Un autre, pays où les sociétés font assez bien, c'est l'Australie et ceci c'est parce qu'en depuis 2012, l'Australie a adopté des lois demandant, exigeant aux sociétés d'être plus transparentes et de parler de l'égalité entre les sexes et de publier des rapports par rapport à cela. Le fait ils sont obligés de publier des rapports et d'atteindre certaines cibles encourage les entreprises ou peut-être, encourager les pays à faire mieux. Oui, quand on examine les pays qui sont relativement similaires, par exemple en Europe, vous avez dit que la France, a une bonne approche, est axée sur les quotas et la conformité avec les lois et en Allemagne, c'est plutôt des aspirations, des objectifs. Est-ce qu'il est donc clair, en termes de cette dichotomie? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne voie à suivre, qui est meilleure que les autres, ou est-ce que c'est une question du contexte culturel ou comment est-ce que vous voyez cela? Oui, c'est une combinaison intéressante. Ce qui a bien marché pour les Français, à mon avis, c'est qu'ils sont typiquement des Français, ils adoptent des règles et ils suivent ces règles, mais en même temps, ils ont également une culture d'égalité dont ils sont très fiers. Évidemment, ça a été une égalité axée sur les hommes jusqu'à là, mais euh, ils ont toute une histoire. Et au Canada, nous avons aussi cette connexion avec la culture française, mais il y a aussi cette fierté et dans la légalité. Et ceci, combiné avec le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes sont restées, dans le domaine, du travail et sont restées dans leurs emplois, ce qui n'est pas été le cas aux États-Unis où les femmes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont dû aller au travail, la classe moyenne, je dirais. Mais après la fin de la guerre, elles étaient encouragées à rentrer chez elles, alors qu'en France, elles étaient encouragées à rester au travail. Donc, et à garder leurs emplois. Donc, heu, le système scolaire a été, aussi, modifié, pour faire en sorte que les 2 parents, puissent continuer à travailler. Si je pourrais maintenant parler du Canada, dans votre rapport mondial, quand vous avez examiné les 100 premières, sociétés, il y a 2 banques canadiennes qui sont, sur la liste et il y a aussi d'autres, sociétés financières au Canada qui ont été assez bien notées. Mais globalement, le Canada, dans ce groupe, on ne voit pas tellement de succès. On est plutôt, vers le bas de la liste. Est-ce que vous pourrez citer une société, canadienne où on avait au moins comblé le fossé, des salaires entre les hommes et les femmes? Nous avons eu certains changements au niveau, des sociétés réglementées par le gouvernement fédéral au Canada et maintenant, il y a certaines exigences en matière de la publication de rapports sur l'égalité. Mais comment est-ce que le Canada se porte de manière générale? Et est-ce qu'il y a certains domaines où on a vraiment besoin de faire beaucoup d'améliorations? Oui, encore une fois, l'univers des sociétés canadiennes, c'est des sociétés cotées en bourse avec un marché de 2 milliards de dollars au plus. Donc, cela veut dire les grandes sociétés cotées en bourse au Canada. Ce sont ces sociétés que nous avons examinées. Parmi ces sociétés, nous avons constaté, enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'elles font mieux que leurs voisins au sud, à savoir les États-Unis, lorsqu'il s'agit de l'égalité entre les sexes. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne fait pas aussi bien que les pays, enfin, les sociétés en Europe. Et ce que nous voyons au Canada, c'est qu'il n'y a pas tellement d'équilibre, entre les sexes au niveau de la direction
et pas autant d'équilibre au niveau des cadres supérieurs, donc ou au niveau des cadres. Donc, ce sont 2 domaines, où qu'on pourrait améliorer, surtout pour ces grandes sociétés. Il y a où il n'y a pas, où il y a très peu, je dois vérifier, mais il y a presque aucune publication et transparence au sujet des écarts entre les salaires. Nous avons, constaté très peu de preuves, de sociétés qui auraient tenté de combler ce fossé, en matière de salaire et de publier ces informations. Très peu de sociétés faisaient cela. Et pour le congé, des parents au Canada, c'est-à-dire que les sociétés au Canada, sont en conformité avec la loi mais ne font pas plus. Bon, c'est mieux qu'aux États-Unis, encore une fois, mais ce n'est pas ce qu'on aimerait voir. Beaucoup de sociétés canadiennes ne respectent pas les ILO et ce qu'elles demandent et ce qu'on aimerait voir, c'est au moins 12 semaines de congés payés à au moins 75 ou plus et au moins, heu, 2 semaines de congé maternité payés et de congé paternel. Est-ce que vous voyez des différences entre le secteur public et privé, les mouvements réglementaires au Canada? Est-ce que vous voyez des différences, si vous comparez je sais que c'est beaucoup de données du secteur privé, mais est-ce que vous voyez des différences entre les mouvements du secteur privé et du secteur public en général? Non, on recherche seulement les sociétés cotées en bourse donc celles qui sont cotées sur vos bourses. Alors je ne peux pas comparer, les sociétés publiques. Alors donc si elles ne je veux dire du gouvernement, donc si elles ne sont pas cotées en bourse, je ne peux pas les comparer. Alors maintenant, on va parler du secteur. Il y a des variances quand on examine les différents secteurs. Alors dans le rapport, 2023, vous avez dit que le secteur financier a eu des améliorations, qu'il y a eu des améliorations de marché sur, cette dernière année. Le secteur technologique est un peu en arrière. Alors y a-t-il, des événements que vous voudriez noter ou de bonnes pratiques, que certains secteurs utilisent, que d'autres, pourraient utiliser? Le secteur financier, oui, a une bonne performance, par rapport aux autres secteurs. Il Et ce qui s'est passé, c'est je crois qu'il y a un bon moment, il y a eu une accusation très claire, disant que ce secteur était vraiment très dominé par les hommes et donc ce secteur financier a vraiment essayé de changer et ils ont effectué des changements et maintenant ils sont arrivés à avoir un meilleur équilibre des hommes et des femmes, au niveau, de la direction, par exemple. Mais par rapport au secteur technologique, eux, ils sont bien en retard. Alors parce que beaucoup de sociétés du secteur financier sont localisées au Royaume-Uni et le Royaume-Uni force, en fait une transparence, de l'écart de rémunération entre les genres et donc ça, c'est une manière par laquelle ils ont pu, accomplir ceci. Le secteur technologique a tendance à se focaliser enfin, est focalisé sur localisé surtout aux États-Unis et comme il y a très peu de congés maternité, pas du tout de congés paternité, ils se retrouvent, dans une mauvaise position à cause de ceci et en plus du fait qu'il n'y a pas assez de femmes au niveau de la direction. Alors sur ces dernières années, on a vu beaucoup, d'augmentation de focalisation sur ESG, et donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par les investissements avec une optique sur le genre? Alors est-ce que vous voyez, un peu d'impulsion, accrue dans ce secteur? Donc l'investissement, basé sur une optique du genre, en fait, est transversal et donc c'est vraiment l'une de 4 choses. Ça peut être d'abord
que vous êtes au niveau plus bas et vous investissez directement dans les sociétés qui appartiennent à des femmes. Et donc, vous soutenez ces sociétés, les femmes entrepreneurs, et donc ceci rajoute cette optique à vos investissements. Et une autre façon serait d'investir dans les produits et les services qui sont beaux pour les femmes. Par exemple, les microcrédits qui à 80% sont utilisés par les femmes, souvent des femmes pauvres, des femmes autochtones. Et donc l'accès à ces petits crédits qui leur permettent de créer leurs produits. Et alors l'autre élément serait d'investir dans des sociétés qui ont un meilleur équilibre de la main-d'œuvre et une égalité au sein de la main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement. C'est là que nous en sommes. C'est là que je vais focaliser mes remarques. C'est à ça que nous travaillons. Et donc, ceci peut se diviser en deux, le marché public et le marché privé. Alors, on se focalise sur le marché public et quand je réfléchissais à ceci, j'ai réalisé que la seule manière dont on pouvait sélectionner ces sociétés cotées en bourse avec cette optique du genre, il fallait qu'on sélectionne les sociétés qui avaient des femmes sur le conseil d'administration. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Alors, je me suis dit, je veux aider à accroître ce mouvement d'investissement avec cette optique sur le genre, mais je veux accroître le recueil des données, pas seulement les conseils d'administration qui ont des femmes, mais aussi je veux utiliser la feuille de notes que nous avons. Alors, nous faisons ces investissements, choisissant les sociétés avec le meilleur équilibre du genre et les meilleures politiques tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Nous avons vu énormément de croissance en ce faisant. Et ceci a surpassé, je pense que si je compte tous les fonds qui ont été créés, soit avec nos données ou les données de quelqu'un d'autre, y compris les marchés publics, nous en sommes à peu près 10 millions de dollars. C'est assez petit si vous pensez au marché financier, mais disons que ce genre d'investissement est tellement nouveau. Nous sommes très fiers d'en être arrivés à cela. Oh, 10 milliards, je m'excuse. Oui, c'est beaucoup. Alors, est-ce que vous avez établi les liens entre les scores? Est-ce que vous voyez une relation entre la performance financière de ces sociétés et leur rang? Est-ce qu'il y a un aspect positif dans ceci? Ah oui, je suis très, très fière de ceci. Quand on a créé cette feuille d'équité basée sur le genre, on pensait à un impact social, seulement cet impact social. Alors, quel genre de changement voulions-nous voir au sein des sociétés? L'équilibre du genre, de meilleures politiques, pas de harcèlement sexuel, une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement. Alors, on y a réfléchi comme ceci. Et on a créé cette feuille de notes sur l'égalité des genres et on a commencé à donner des scores aux sociétés, se disant qu'on voulait voir un impact. Mais maintenant, nos scores ont été utilisés pour créer des indices. Morningstar et d'autres ont utilisé notre score pour créer des indices de l'égalité des genres qui sont maintenant suivis par des fonds d'investissement. Et ce qui est fascinant, qui n'est pas surprenant pour nous, mais qui nous rend très heureux, c'est que la majorité des indices qui ont été créés avec notre méthodologie surpassent leur point de référence. Morningstar a créé 9 indices avec notre méthodologie pour l'Europe, pour des pays spécifiques, pour le Canada, pour les États-Unis, etc. Et 8 hors des 9 indices créés par Morningstar avec notre méthodologie surpassent leur point de référence. Et donc, un autre indice que nous avons lancé en février pour Euronext, après le marché français, les 120 sociétés cotées en bourse les plus grandes en France, et a montré les 40 sociétés avec le plus haut score d'égalité des genres. Et donc, ils ont examiné cela, testé et ont vu qu'il y avait une performance de 3% au-dessus
de la base de référence dans ces sociétés. Donc cette égalité des genres est bien et aide à arriver à une meilleure performance économique. Alors je regarde l'heure et je vois que nous arrivons à la fin de notre session. Je voulais parler des arrangements de travail flexibles. Euh, donc, nous avons observé ce retour au bureau à travers les villes canadiennes et on ne voit pas un retour rapide dans beaucoup de grandes villes. Beaucoup de gens, en fait, aiment le télétravail et veulent le continuer. Dans les sondages qu'on a examinés, beaucoup de sociétés offrent le télétravail pour leur main-d'œuvre parce que ces sociétés veulent attirer les talents. Et donc, il est très possible que nous allons continuer à avoir ce genre de politique flexible et cela va encourager la participation à la main-d'œuvre par les femmes, surtout celles qui ont des enfants. Est-ce que vous voyez ce même genre de tendance en dehors du Canada, à travers le monde? Est-ce que vous pensez que ces changements seront permanents? Comment est-ce que vous les mesurez dans vos indices? Absolument. Nous voyons cette tendance aussi. L'un des indicateurs qui s'améliore le plus, c'est vraiment ces arrangements de travail flexibles. Alors, on donne seulement un crédit à une société quand ils disent qu'ils ont établi des heures, des localités et des arrangements flexibles de manière permanente. S'ils ne l'ont fait que pendant la pandémie, on ne donne pas la note. Alors, c'est vraiment important pour s'assurer que les jeunes femmes restent actives dans la main-d'œuvre. C'est une des grandes raisons pourquoi les femmes ne reviennent pas au travail après avoir euh, accouché, etc. Donc, il est important aussi que ces personnes puissent être promues parce que, par exemple, ces personnes qui ont des arrangements flexibles sont parfois non promues dans leur travail. Et je pense que ce n'est pas seulement les femmes qui veulent ceci. La jeune génération d'hommes veut ceci aussi. Ils veulent aussi des localités, des heures flexibles. Ils veulent passer plus de temps avec leurs enfants. Et ça, c'est bien pour les enfants eux-mêmes hein, d'avoir accès à leur père et à leur mère. Donc, j'espère que nous allons continuer à avoir cette évolution. Alors, si vous pouvez nous donner quelques conseils. Ah, je regarde, il y a encore des questions. Alors, il y a des sociétés dans notre audience qui voudraient elles-mêmes faire ce qu'elles peuvent pour faire avancer l'égalité des genres, mais parfois ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a différentes dimensions dans vos ensembles de données. Alors, où peuvent-ils commencer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Surtout les petites sociétés. Quelle est la première étape pour avancer dans la bonne direction? Bon, alors, si vous êtes une petite société, vous n'êtes pas dans notre univers, examinez la dernière page de notre rapport global. La feuille de notes est là avec les 19 critères et explique ce qu'ils sont. Alors, examinez-les et établissez-les en tant que cible. Utilisez-les pour en parler à l'interne et pour voir si vous pouvez les utiliser. C'est facile d'établir des cibles à tous les niveaux de la société, disant par exemple, on va avoir au moins 40% d'hommes ou de femmes à tel niveau. Ça, c'est l'une des choses que vous pouvez accomplir. Mais si vous êtes coté en bourse, vous êtes sûrement dans notre univers. Alors à ce moment-là, c'est une question de nous contacter et on va vous donner un rapport de points de référence où on va dire, alors voilà votre performance sur les 19 critères et vous pouvez choisir 5 concurrents et on va vous montrer votre performance comparée à celle de ces concurrents sur ces critères d'égalité des genres. Mais ça, c'est seulement pour les sociétés cotées en bourse avec une capitalisation de 2 milliards ou plus. Alors, merci pour vos conseils à ce sujet. Alors, je vais prendre une question de l'audience rapidement. Alors, de votre point de vue, quelle est, quelle est la performance du Canada pour combler cet écart entre les salaires, entre la rémunération des hommes et des femmes? Alors, l'ancien monde du Canada, où il y avait cet écart
de rémunération entre les gens. Au Canada, je ne sais pas. La moyenne de cet écart en Europe est de 15%. Alors, selon où vous êtes, vous pouvez vous comparer à l'Europe. Mais alors, cet écart de rémunération entre les gens dans les sociétés cotées en bourse au Canada, ce n'est pas du tout transparent. On ne voit pas assez de sociétés canadiennes, les sociétés cotées en bourse déclarant, écoutez, on sait qu'on a un problème avec cet écart de rémunération, voilà ce qu'il est, on va le suivre, chaque année, on va le publier. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. On sait qu'il y a cet écart de rémunération, on sait que ça existe à travers le monde, mais ce serait bien si les sociétés canadiennes et d'autres sociétés à travers le monde pouvaient déclarer, si le chef de la direction pouvait déclarer, voilà, il y a cet écart de rémunération entre les genres, nous allons le déclarer et nous avons une stratégie pour l'éliminer et on espère arriver à moins de 3%. Alors oui, ça c'est un thème clé, évidemment. Vous poussez, vous préconisez la transparence. Pour moi, il y a toujours, on pense toujours que le soleil est le meilleur désinfectant. Quand les gens savent et arrivent à qualifier les différences, ils peuvent faire des progrès. On peut seulement changer ce qu'on peut mesurer. Alors, il faut commencer à le mesurer, même si vous n'avez pas une bonne performance. Mais là, vous pouvez établir une stratégie pour aller de l'avant. Alors, une dernière question. Alors, vous avez parlé ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans le mouvement des droits des femmes. Est-ce que vous voyez des progrès d'année en année quand vous examinez vos rapports? Est-ce qu'on avance dans la bonne direction? Est-ce que vous ressentez qu'il y a des progrès qui ont lieu? Est-ce que vous avez des raisons pour d'être optimiste pour notre audience? Oui, j'ai créé Equilib parce que j'étais très frustrée que les choses ne changeaient pas. Et c'était vraiment cette idée on a essayé l'éducation, la législation, la sensibilisation. Alors on va essayer l'argent, on va essayer les investissements. Et donc c'était une idée dont on doit essayer quelque chose d'autre pour faire avancer les choses plus rapidement. Je me sens positive parce que je vois un changement positif chaque année. On publie notre rapport chaque année et on a vu des changements progressifs, très lents, mais positifs, y compris pendant les années de la pandémie. Alors, j'ai un sentiment positif à ce sujet. Est-ce que je pense que les choses changent assez rapidement? Non. Et Forum économique mondial nous a dit que cet écart de rémunération n'allait pas être éliminé avant 170 ans. Au taux auquel il est éliminé actuellement. Donc, je veux quand même voir ces changements. Et je pense que si tout le monde et surtout les investisseurs commencent à investir de cette manière, les pays vont changer parce que les pays se préoccupent de ce que pensent leurs investisseurs et donc ils vont sélectionner les sociétés qui s'investissent dans l'égalité entre les genres. Alors j'espère voir plus d'investisseurs supporter l'égalité des genres. Alors merci beaucoup pour cette conversation très intéressante, pour ces données et ces idées à propos de comment on peut progresser à ce sujet. Alors maintenant, nous avons une discussion avec l'SVP de Cocheco à propos des secteurs à forte croissance et le vivier d'entreprise. Alors avant de terminer, je vais remercier Diana. Vraiment, merci beaucoup et continuez ce beau travail que vous faites.